Bonsoir à tous. Vendredi 15 novembre 2019, voici les titres du journal. La sécurité alimentaire menacée dans certaines structures hôtelières de Libreville entre mauvaise consommation et manque d'hygiène. La mairie de Libreville et le parquet de la République s'insurgent sur cet état de fait. L'Institut africain d'informatique, toujours à la quête d'un remède pour redonner vie à sa structure. Les conseils d'administration se succèdent chaque année, mais la difficulté demeure. Enfin, nous irons à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué pour parler du congrès africain des essais cliniques qui a réuni plusieurs scientifiques. Bienvenue aux 20h. En ouverture de ce journal, Libreville au cœur du forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Les travaux qui ont démarré ce matin se fixent l'objectif de réfléchir sur la stratégie d'action nouvelle à développer contre la criminalité. Janice Onongema, Victor Moununga, reportage. Aucun État au monde ne viendra à bout de l'insécurité tout seul renfermé dans son coin. La mise en place et le développement des partenariats, parmi lesquels les partenariats régionaux, sont indispensables pour prévenir la criminalité et le terrorisme, enquêter sur les criminels et les poursuivre en justice. À cet effet, Interpol apporte tout son soutien au processus d'établissement des accords de coopération en matière de police criminelle initiés par vos soins. Loin d'être une simple option, la coopération policière devient un impératif. La lutte contre la criminalité et le terrorisme nous impose une franche et rigoureuse coopération politique et policière. C'est aussi en cela que nous avons pris une série de décisions à Brazzaville pour lesquelles je citerai entre autres l'organisation d'opérations conjointes de police relatives à la lutte contre la criminalité, l'extension du système mondial de communication policière sécurisée, I-24/7 d'Interpol, au-delà des BCN, la création des bases de données nationales informatisées pour mieux lutter contre la criminalité transfrontalière. Concrétiser les décisions de Brazzaville, c'est en définitive construire la ceinture de sécurité qui garantit l'horizon de paix tant attendu par nos populations. On enchaîne avec les agents de la direction générale de l'ADECT qui observent un mouvement d'humeur depuis ce matin. Ils revendiquent plusieurs mois de primes de salaire impayées. À cela s'ajoute l'absence de politique managériale visant à régulariser la situation de 80% des employés. Le point avec Henrique Bokoko et Thierry Aldo Mandaka. Chauffés à blanc, les agents de la direction générale de l'ADECT sont en rogne après leur hiérarchie, suite au non-paiement de leur salaire et primes, ce depuis plusieurs mois. La majorité des agents que vous voyez derrière moi là, 80% de ces effectifs sont encore aujourd'hui non intégrés. À quand les intégrations des agents de la direction générale de l'ADECT? Récemment, on a prélevé près de 126 milliards. Comment on peut traiter les gens qui font rentrer l'argent dans la caisse de l'État comme nous sommes traités aujourd'hui? L'ADECT a pour mission principale de collecter les fonds sur les marchés internationaux de l'État. Avec un tel champ de compétences, les agents de cette direction se demandent où sont passés alors leurs primes et avantages. D'où ce cri de détresse. Le syndicalisme, la négociation étant la politique des petits pas, il est question qu'aujourd'hui, que l'on frappe fort de sorte qu'un jour, on soit écouté par la hiérarchie immédiate. Je suis en A2, c'est 130 000. Les primes sont de côté. Ce qu'on demande à notre État, à notre administration, à notre gouvernement, c'est de nous intégrer pour que nous puissions vivre dignement. Face au mouvement d'humeur, notre équipe de reportage s'est rapprochée de la direction générale pour avoir l'avis du patronat sur la question. Mais au bout du compte, une fin de non-recevoir ponctuée par la formule habituelle. On vous rappellera. À l'extérieur du bâtiment, les employés désemparés ont même cadenassé le portail en vue de retenir leur patron et établir un dialogue entre la direction et les agents. Dialogue qui vraisemblablement n'existe pas au sein de cette administration.
Et sur le terrain de l'action, la mairie de Libreville et le parquet de la République s'unissent pour traquer les hors-la-loi. Certaines structures hôtelières de la capitale gabonaise ne répondent pas aux normes de sécurité alimentaire. D'ailleurs, plusieurs produits dépassant les limites d'expiration ont été découverts sur les lieux. Sur place, Larding Bamba, Eric Mokoko. Le constat, il est très amer. Le Gabonais mange de n'importe quoi. Vous imaginez les hôtels comme le Rendama, le Radisson, vous avez vu vous-même les conditions dans lesquelles la cuisine se fait. Une multitude de produits avariés et des conditions hygiéniques inacceptables. Tout est périmé dans cette chambre. Tout. Ici, on a le 12 juin 2017. Ces hôtels haut de gamme brillent par le non-respect des règles environnementales et sanitaires, exposant ainsi la clientèle à plusieurs pathologies. Le nouveau code pénal adopté depuis juillet 2019 nous donne toutes ces prérogatives, notamment ce qui consiste à veiller à la santé et à la sécurité alimentaire des Gabonais. Et là, plein dépend du parquet, nous sommes venus voir, toucher du doigt comment se fait la cuisine et dans quelles conditions les Gabonais sont nourris dans les hôtels. Vous-même, vous avez constaté, vous avez vu les dégâts. Vous avez vu combien de fois c'est sale. Loin de la beauté des structures, les réalités à l'intérieur des cuisines sont sans appel. Le procureur de la République promet des sanctions à l'endroit des patrons et des responsables de ces établissements de restauration. Les responsables seront purement simplement poursuivis par le parquet. Ça va jusqu'à 30 millions d'amendes et 5 ans d'emprisonnement. À travers cette opération qui devrait durer 72 heures, la mairie de Libreville et le parquet de la République veulent passer au peigne fin toutes les structures hôtelières afin de s'assurer du strict respect des normes en vigueur dans ce secteur. Des structures hôtelières de renom pourtant au banc des accusés ce jour, mais comment comprendre que ces structures ne sont pas conformes à la norme de sécurité alimentaire après tant d'années d'exercice? Un constat inquiétant dressé ici par Stevie Oyan Mezu. De confiance en ce qui concerne la restauration haut de gamme vient-elle de prendre un coup avec ces découvertes, on va dire de mauvais goût, dans les cuisines des chaînes hôtelières de Libreville? À la simple évocation de leur nom, Rendama, Radisson, Blue Étoile d'Or, Hôtel Boulevard, que sais-je encore, le sentiment de sécurité s'installe. Ici, c'est un endroit luxueux, a-t-on coutume de dire. Dès lors, comment comprendre que les endroits qui doivent faire la fierté du Gabon, parce qu'ils hébergent les touristes qui viennent découvrir notre pays, soient entretenus avec autant de légèreté? Le ton est sûrement dur, voire un peu trop dur, mais les faits nécessitent que l'on dénonce avec la dernière énergie ce que l'on pourrait qualifier de négligence. Tenir un établissement commercial de renom implique que l'on fasse sur le terrain des preuves au point de susciter chez la clientèle la confiance. La confiance, un mot sur lequel devraient reposer les rapports entre partenaires, car c'est de cela qu'il s'agit. Le partenariat entre les clients et les structures suscitées. La descente sur le terrain des autorités, une descente surtout inopinée, vient mettre au goût du jour les réalités combien désolantes des cuisines, des réserves, des hôtels et grandes surfaces commerciales. Le Gabon, faut-il le rappeler, est un carrefour de grands événements. Ce sont des centaines, voire des milliers de délégations qui foulent le sol gabonais à chaque grande rencontre. Et l'hébergement est un pont essentiel dans l'organisation. Il est, de ce fait, plus qu'important que les remontrances faites par le parquet et la mairie de Libreville ne tombent pas dans les oreilles des sourds, car la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Autre aspect qui retient l'attention du consommateur, le soda, un jus très prisé. Seulement, sa consommation abusive peut augmenter le taux de glycémie et causer des conséquences dans l'organisme. Le point du consommateur est signé Marie-Chantal Ndong et Richard Moubiwa. Composé d'eau, de sucre et de différents types d'extraits de plantes et fruits sans alcool, le soda, communément appelé jus, est consommé sans modération lors des fêtes ou quand le soleil est au zénith. Je peux boire au moins 2 petites bouteilles de jus par jour. 2 ou 3. Les morceaux de sucre contenus dans un jus varient selon son contenant. Une bouteille de soda contient environ 7 morceaux de sucre.
Et imaginez que dans une journée, une personne consomme à peu près 4 bouteilles de ce fameux jus qui est appelé soda. Ça fait à peu près l'équivalent de 4 fois 7 morceaux de sucre, environ 28 morceaux de sucre, que la personne aura consommé en une journée. Donc c'est beaucoup dans une journée pour consommer autant de sucre. Sans oublier que lorsque nous mangeons, nous avons d'autres sucres que nous apportons à notre organisme. Ces sucres proviennent par exemple du manioc, du riz, des féculents, du pain. Quotidiennement, si on en consomme comme ça, les conséquences à long terme peuvent être le diabète, l'apparition du diabète de type 2. Chacun apprend maintenant à lire entre les lignes de ce que nous consommons parce que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de notre santé. Si vous voulez consommer des jus, prenez des jus qui sont à 100%. Donc, à nous de trouver le juste milieu pour toujours être en bonne santé. Dénommé liqueur au Canada francophone, sucrerie en Afrique de l'Ouest, gazeuse au Maghreb et jus en Afrique centrale. Le soda remonte à l'invention de l'eau gazeuse dans les années 1770. Et on se rend tout de suite à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Le centre de recherche médicale de cette localité vient d'abriter la 2e édition des essais cliniques. Les réflexions étaient axées essentiellement sur la résolution des crises sanitaires en Afrique. Sur place, Georges Kombila et Médard Engeng. Le Gabon a tant joué un rôle important en Afrique subsaharienne en matière de recherche médicale. Le CERMEL, le centre de recherche médicale de Lambaréné, le fait savoir par la présence des nombreux experts et chercheurs venus prendre part à cette 2e édition du Congrès africain des essais cliniques. Cette édition devrait nous permettre à tous de débattre des défis et des opportunités que les essais cliniques nous offrent sur le continent africain. D'ailleurs, la liste des partenaires à cet effet est alléchante et permettra d'atteindre à coup sûr cet objectif. Le congrès qui nous réunit ce jour est l'occasion pour vous professionnels, venus de diverses contrées du monde, d'échanger sur l'amélioration du processus de cette discipline et nous autres profanes d'être à la découverte des principes et des méthodologies qui concourent à l'amélioration de notre santé à tous. Pour ce rendez-vous scientifique qui avait pour thème « Essais cliniques en Afrique subsaharienne, défis ou opportunités », le secrétaire général du ministère de la Santé en lieu et place du ministre, empêché, a exprimé sa satisfaction. Le présent congrès cadre bien avec la vision des plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Nkorobe-Kalé, qui attache une grande importance à l'avancée de la recherche scientifique en santé publique dans notre pays. C'est dans ce sens que le gouvernement, via le ministère de la Santé, a toujours soutenu les efforts sans cesse déployés par les structures de recherche du Gabon. Durant 4 jours, les experts et chercheurs en médecine ont axé leurs réflexions sur le paludisme, la tuberculose et l'épidémie Ebola. Pendant ce temps, à Libreville, le ministre de la Santé a interpellé ses collaborateurs sur la mauvaise gestion des hôpitaux. L'objectif étant de redonner ses lettres de noblesse à ces différentes structures hospitalières. Betty Anzembe, Cédric Zendon, reportage. Trop de dysfonctionnements dans le secteur médical gabonais. Le ministre en charge de la Santé a exprimé son mécontentement au regard de la mauvaise gestion des structures sanitaires. Il est également déçu du fait que le rapport du bilan de la campagne Octobre Rose ait été rendu 15 jours après les manifestations. Ce que le président ou le Premier ministre attend de nous, c'est le travail. Je constate qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler peuvent partir. Comment voulez-vous qu'on ait le résultat d'Octobre Rose 15 jours plus tard? C'est pas normal. Max Limoukou a mis sur la table les mots qui minent son administration en relevant les points tels que le manque de communication qui freine le bon déroulement de la gestion interne et la gestion des recettes propres, entre autres. Il y a des fonctionnaires qui vont en mission. Il y en a qui vont en réunion. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils reviennent, pas de compte rendu, pas de rapport, ça c'est pas normal.
Sur un ton ferme, le patron de la santé a exigé à ses collaborateurs de lui proposer une commission qui devra statuer sur la bonne marche de la santé et rendre les résultats d'ici 10 jours, puis le ministre de les inviter à faire chacun une introspection. Après avoir lancé une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins, les responsables de l'Office des ports et rades du Gabon ont bouclé cette campagne avec une visite à la maison d'Alice. Le point avec Yolande Octavive, Gérard Mangagna. Pour boucler cette campagne de sensibilisation de proximité sur les cancers féminins qui a duré plusieurs jours dans la commune d'Ovendo, le directeur général de l'OPRAG et son adjoint se sont rendus à la maison d'Alice, Fondation Sylvia Pongo Ondimba. La maladie, c'est d'abord le stress. Et avec ce stress-là, il faut être un bon technicien pour accompagner cet enfant parce que après la maladie, il doit retourner dans le circuit normal, dans le circuit normal. Et c'est ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait des activités intellectuelles sur le plan cognitif, des activités socio-affectives, parce que cet enfant doit avoir des valeurs pour devenir un citoyen modèle demain ou après-demain, malgré la maladie. Le but est de proposer le meilleur accompagnement possible, le tout gratuitement, à nos résidents pour les accompagner dans le processus de guérison autour de la maladie du cancer. Après la visite guidée, s'en est suivi la projection d'un film des personnes vivant avec cette pathologie. Je ne voyais que la mort, mais quand j'arrive à la maison d'Alice, je retrouve un grand sourire et je trouve une famille qui m'a prise en compte. Il manque de moyens. C'est comme ça, vraiment je remercie les médecins pour tout ce que vous avez fait pour moi. Cette visite pourrait être le début d'une fructueuse collaboration au bénéfice des malades du cancer. On s'intéresse maintenant aux auditions à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances était une fois de plus à l'Assemblée nationale devant les députés. Roger Onumba a soumis les demandes des crédits budgétaires et les engagements de performance. Plus de détails avec Jean-Rodrigue Bigoundou et Valérie Charles Poulangoy. 653 milliards de francs CFA en 2020 contre 692,8 en 2019. C'est l'enveloppe globale soumise à l'examen et approbation des honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique par le ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales. Objectif, optimisation de la fonction financière de l'État et renforcer les mécanismes de protection sociale et de solidarité nationale. Priorité sera donnée ici à la mission gestion des finances publiques avec 414,9 milliards devant la prévoyance sociale, avec 45,5 milliards, la mission stratégie économique 89,2 milliards, les dépenses transversales de l'État se voient dotées de 79 milliards et demi et enfin les provisions couvrant les dépenses accidentelles de l'État 23 milliards 800 millions de francs CFA. Ouvrant ensuite les 3 comptes d'affectation spéciale CAS dont il a la charge pour la mise en œuvre de la politique sociale du président de la République, chef de l'État, le ministre Roger Onumba sollicite une dotation globale de 81 milliards 400 millions de francs CFA en 2020 contre 82 milliards 400 en 2019. Le CAS pension devra se voir doté de 59,7 milliards. Les fonds orientés aux prestations familiales et sociales s'élèvent à 16 milliards et demi et l'accès à la propriété pour tous sera financé à hauteur de 5 milliards 174 millions de francs CFA. De son côté, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était face aux députés membres de la Commission des finances et du budget. Rigobert Ikamboya-Ndeka a présenté pour examen les prévisions budgétaires de son département ministériel. Compte rendu, Priska Kama, Tim Boulengé. Pour mettre en musique l'émission 64 et 61 de son département ministériel intitulée Compte d'affectation spéciale pour la promotion audiovisuelle et cinématographique et le service universel des communications électroniques, Rigobert Ikamboya-Ndeka, le ministre en charge de la communication et de l'économie numérique, sollicite auprès des honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique pour l'exercice 2020,
une dotation budgétaire d'un montant de 2 milliards 31 968 520 francs CFA. Cette enveloppe devra prendre en compte, entre autres, la production des contenus audiovisuels et cinématographiques. Les crédits proposés par le membre du gouvernement ont pour but d'atteindre les objectifs suivants. Résultat attendu 1. Avoir élaboré 5 textes portant mise en œuvre du système de redevance du secteur communication. Résultat annuel attendu 2. Avoir acquis 7 programmes pour le groupe Gabon Télévision. Résultat annuel attendu 3. Avoir acquis 4 programmes pour le groupe Radio Gabon. Résultat annuel attendu 4. Avoir acquis 5 programmes pour le groupe Gabon 24. Rappelons qu'en 2019, les prévisions budgétaires des dites missions étaient de 1 milliard 899 36 000 francs CFA, avec comme recette dans le compte d'affectation spéciale un montant de 1 milliard 316 312 011 francs CFA, issus des versements de Canal+ et de Satcom. S'agissant de la question des communications électroniques, l'un des sujets évoqués au cours de cet échange, le ministre de la Communication a promis prendre en compte 203 villages pour la couverture universelle. Par ailleurs, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Rigobert Ikamboya Ndeka, présidera lundi 18 novembre 2019 à l'auditorium de la maison Georges Raruri la cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire d'attribution de la carte nationale professionnelle de presse et des métiers du cinéma. En conséquence, le secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique convie les responsables et les acteurs des médias nationaux et internationaux, ainsi que les responsables des agences de presse et de communication à prendre part à cette rencontre. La suite du journal en images, Libreville a abrité ce vendredi les travaux du Conseil d'administration extraordinaire de l'Institut africaine d'informatique IAI, des assises axées autour de la redynamisation et de la reconstruction de l'Institut qui depuis quelques années fait face à plusieurs difficultés. Ces travaux ouverts par le ministre de la Communication Rigobert Ikamboya Ndeka se sont non seulement tenus en présence des ministres tchadiens des Finances et du Budget, mais aussi des représentants des pays membres. Toujours sur le même sujet, je vous l'ai dit à l'instant, depuis plusieurs années, l'Institut africain d'informatique présente un visage peu reluisant. La vastuité des bâtiments et le manque d'entretien des installations sont à relever. À cela s'ajoutent des problèmes purement académiques. Voici l'état de lieu dressé ici par Téclair Mokumovono et Pierre Claver est là. Étant donné son poids historique et la vision panafricaniste qui a guidé sa création, l'Institut africain d'informatique n'a plus fière allure. Des bâtiments vieillissants et une insalubrité criarde finissent de ternir le tableau de ce joyau qui a longtemps fait la fierté des pères fondateurs. La tenue de ce conseil d'administration extraordinaire invite à lever le voile sur les manquements observés. Conformément au statut de l'IAI, le conseil d'administration, notre organe, est l'organe de gestion et de décision le plus élevé. Et à ce titre, il fixe les grandes orientations à travers l'approbation des budgets et contrôle son exécution a posteriori à travers l'examen des comptes. Malheureusement, le dernier budget examiné par notre instance, semble-t-il, remonte à 2001. Toutefois, l'on peut noter la reprise des activités en avril dernier à l'IAI, ainsi que les efforts fournis en vue d'améliorer le fonctionnement de cette structure. À la faveur d'un règlement des arriérés du Cameroun et la subvention du Gabon, certaines activités académiques ont été payées.
ainsi que quelques mois d'arriérés de salaire. Pour sa part, le Gabon, pays siège, entend davantage œuvrer pour la redynamisation de cet institut dont les missions principales demeurent la formation, le perfectionnement et la recherche en informatique. Voilà, on était bien à l'Institut africain d'informatique. Depuis la rentrée scolaire, le lycée Édouard Mosso de Mouabi, dans la province de la Nyanga, souffre d'un manque d'enseignants. Une situation qui freine le bon fonctionnement de cet établissement scolaire. La correspondance est signée Judas Biviga. Face aux parents d'élèves, le proviseur du lycée Édouard Mosso de Mouabi trace le bilan des résultats des examens du BEPC et du baccalauréat session 2019. L'année dernière, comme vous le savez, au baccalauréat, nous n'avons pas de raison de pâlir. Parce qu'on a présenté 25, quand je dis on, le lycée Édouard Mosso a présenté 25 candidats, un seul est resté. Au BPC, ce n'était pas très glorieux, puisqu'il y avait 72 présentés, 34 étaient reçus, ça faisait 47,22%. Au cours de la rencontre, Laurent Mouyama est également revenu sur les difficultés liées au manque de professeurs dans cet établissement secondaire. Les objectifs qu'on va se fixer, s'il n'y a pas un professeur d'anglais, les enfants s'en vont un peu handicapés. Madame Boukando enseigne la philosophie seule. Et même ceux qui sont là, ce n'est pas suffisant pour la simple raison que la quotité horaire ne permet pas à ce qu'on leur ajoute encore quelques heures de plus. Mais on est obligé de faire ainsi, parce que manque d'enseignants. Il est normal que le corps, en fait l'administration scolaire et les parents d'élèves puissent se retrouver. Et là, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs pour mener à bien la réussite de nos élèves. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction dans l'espoir que chaque parent d'élève fera le relais de ce qui a été dit lors de la rencontre, car l'avenir de leurs enfants en dépend. On s'arrête un instant à la zone économique spéciale d'Ungkok. Le ministre algérien est allé s'imprégner des prouesses de l'économie gabonaise dans cette zone. Il était accompagné de son homologue gabonais. Reportage Frédéric Yenda Moukoula, Hervé Nzigué. Au terme de cette visite effectuée au cœur des unités industrielles de transformation des matières premières, situées dans la zone économique de Kok, le ministre algérien du Commerce aura été bien marqué par la qualité des produits haut de gamme diversifiés. J'étais impressionné par le niveau d'organisation de cette zone, les installations qui sont ici dans les différents secteurs, industriel, transformation. Et j'étais aussi impressionné surtout sur la production et la transformation du bois gabonais. Saïd Djelab réaffirme ici la volonté d'Alger de renforcer davantage le partenariat entre l'Algérie et le Gabon dans ces différents domaines économiques. Un potentiel énorme de partenariat entre l'Algérie et le Gabon, et ça nous intéresse au plus haut point. S'installer ici, faire les premières transformations, deuxième transformation, et aller vers Alger pour terminer, donc finaliser le produit et vers l'exportation. Une coopération sud-sud irrémédiablement profitable pour les deux pays. Nous sommes des économies complémentaires. Quand on est dans la complémentarité, c'est que nous nous mettons ensemble pour que le produit que nous allons faire soit un produit purement africain. Il y a déjà un panel d'investisseurs qui sont avec lui. Ils ne partiront pas ici sans avoir une adresse qui fera en sorte qu'une fois arrivé en Algérie, la première destination pour son investissement, ça va être. L'activité industrielle en zone économique à régime spécial privilégié de Kok aura permis évidemment au Gabon de diversifier son économie, jadis fortement dépendante des richesses du sous-sol. Et ces quelques brèves en sport pour finir. Les Panthères du Gabon ont entamé leur match de qualification pour la CAN 2021 hier au stade des Martyrs de Kinshasa contre la République démocratique du Congo. Très rigoureuse, les Panthères gabonaises ont livré un match très difficile contre les Léopards. La partie fut difficile pour les deux formations qui se sont séparées sur un score vierge, 0 but partout.
Et pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires de la CAN 2021, les Panthères du Gabon affrontent les Palancas Negras d'Angola dimanche 17 novembre à Franceville. Les joueurs de Patrice Neveu sont d'ores et déjà dans la capitale altogovéenne. Ils sont en effet arrivés cet après-midi et commencent déjà à se préparer pour cette rencontre capitale du groupe D. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, on dit Tungi. Moi, je vous dis à demain, 20h.